Bonjour à tous, bienvenue sur Team Sport, votre radio dédiée 100% à l'actualité sportive de la semaine. Bienvenue à tous pour cette deuxième émission. Ce soir on a un programme très chargé et avec moi cet après-midi en studio, Tony Casalino. Bonjour à tous. Victor Pétou. Salut tout le monde. Tanguy Lejeune. Bonjour tout le monde. Et Alexis Fernandez. Salut. Vous rentrez peut-être de votre journée de travail, vous sortez peut-être des courses, vous êtes installé sur votre propre canapé, vous êtes sur Team Sport et vous avez bien raison. Alors ce soir, le programme avec cette actualité, on reviendra sur le Ballon d'Or. Est-ce que Lionel Messi méritait son 7e Ballon d'Or? C'était lundi. On reviendra sur les résultats de la 16e journée de Ligue 1, c'était hier, et les résultats à l'étranger également. La Coupe de France sera également mise à l'honneur avec le tirage au sort des 32e de finale qui se disputeront mi-décembre. On s'intéressera au championnat du monde féminin de handball puisqu'il a débuté hier. La Coupe du monde de biathlon sera également à l'honneur. On reviendra sur le décès de Frank Williams en Formule 1 et sur les enjeux du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui se déroule ce week-end. On aura un petit mot de NBA et sur la série impressionnante des Phoenix Suns, 17 victoires consécutives. Et enfin un petit mot de boxe. Messieurs, Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or. C'était lundi, on l'a assisté en direct. Beaucoup évidemment sont déçus de ce 7e Ballon d'Or puisqu'il était en concurrence avec Robert Lewandowski. Et c'est vrai que ce Ballon d'Or est un petit peu controversé, ce titre de Messi. Tony, est-ce que tu veux réagir Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, on va peut-être présenter un peu ce qui s'est passé lundi soir, donc au Théâtre du Châtelet à Paris, où ont été remis plusieurs prix, notamment le prix du meilleur espoir, avec qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans, qui a été remis à Pedri. Nous avons aussi le Ballon d'Or féminin, bien sûr, qui a été remis à Alexia Putellas, l'Espagnole qui joue au FC Barcelone, et aussi le trophée Yashin, remis à Gianluigi Donnarumma, donc qui récompense le meilleur gardien. Et donc, comme l'a dit Antoine, Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or. Donc voilà, il est suivi au classement par Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich. Jorginho est 3e, qui lui a remporté la Ligue des Champions cette saison avec Chelsea et l'Euro avec l'Italie. Et enfin, côté français, Kylian Mbappé est 9e, donc lui qui depuis son entrée dans le classement des 30 meilleurs joueurs de France Football, il n'a jamais quitté le top 10 depuis son entrée en 2017. Et aussi Kanté et Benzema côté français, donc 5e et 4e au pied du podium. Voilà. Qu'en pensez-vous les gars? Est-ce que vous pensez que Messi c'est vraiment mérité, comme le disait Antoine? Je reviens sur ce qu'il a demandé. Moi je dis pas que c'est immérité, c'est quand même un grand joueur qui a fait une grande saison. Après je pense que on est tous d'accord pour dire que Lewandowski méritait quand même plus que lui. Messi c'est quand même une Coupe du Roi avec le FC Barcelone en janvier dernier, c'est une Copa América, la première en Argentine, mais c'est vrai que Lewandowski, en tout cas c'est mon avis, mais a été plus régulier en termes déjà de réalisation avec le Bayern Munich. Il avait fait une saison déjà stratosphérique l'année dernière. Le Ballon d'Or malheureusement comme vous le savez avec l'épidémie de Covid n'avait pas été décerné, et c'est vrai qu'on aurait quand même pu penser que Lewandowski serait Ballon d'Or. Ouais c'est vrai, complètement. Après, moi j'ai peut-être aussi l'avis du coup que les gens ont voté Messi peut-être par habitude. J'ai vu ça aussi apparaître dans le journal de l'équipe de mardi, où Vincent Duluc parlait d'un probable vote par habitude pour l'Argentin, sans bien sûr donner son avis évidemment, mais comme vous l'avez dit les gars, je pense que le monde du football était acquis à la cause, les supporters en tout cas étaient acquis à la cause de Lewandowski, je pense, pour la majorité, puisque c'est pas pour rien qu'il a reçu le trophée du meilleur buteur de la saison. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, Messi il a fait une bonne saison, mais même pour son début de saison 2021-2022, je pense que déjà rien que par rapport à ça, ça aurait peut-être mérité une baisse un peu dans le classement et une baisse des votes. Voilà, c'est mon avis. Je suis assez d'accord, comme l'a dit Tanguy, Messi c'est quand même que 2 buts depuis le début de la saison, là où Lewandowski a 13 buts en Bundesliga. Je pense que l'année dernière, Messi a fait une bonne saison avec le Barça, il a réussi à sauver les meubles, à maintenir la tête hors de l'eau pour cette équipe-là, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il mérite cette année de le remporter, dans le sens où, oui, il a gagné la Copa América, mais gagner une Coupe du Roi en Espagne, c'est pas le trophée tant attendu. Là où Lewandowski a encore une fois gagné la Bundesliga, a quand même marqué 41 buts en 29 matchs joués, c'est quand même une prouesse.
Ajouter à ça 7 passes décisives, je pense que pour des stats comme ça, il serait quand même notable. C'est des stats notables et je pense qu'on pourrait quand même le gratifier d'un ballon d'or, là où Messi on a eu 6 et a fait une saison, quand même une bonne saison, mais relativement moins bonne que d'autres saisons qui lui ont permis d'être ballon d'or. Donc je pense que c'était pas complètement stupide de le donner à Lewandowski cette année. D'autant plus qu'il a mérité de le gagner déjà l'année dernière. Ouais, c'était une façon d'oublier la saison dernière et de lui donner cette année pour en gros s'excuser d'avoir annulé, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut parler d'un ballon d'or décrié? On se dirait que Luka Modric, alors certes, il avait réalisé une très belle saison 2018, il avait été finaliste avec la Croatie de la Coupe du Monde 2018. Mais on se souvient, ça avait quand même fait également débat. Là, on a Messi qui méritait son podium, il méritait sans doute de finir deuxième. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on parle d'un ballon d'or qui a perdu de son aura aussi. Ouais, complètement, je suis assez d'accord. Je pense que certains votent plus par habitude et par préférence que par réelle observation du niveau actuel des joueurs. Et du coup, on se retrouve avec Messi qui a 7 ballons d'or. Alors, certes, c'est un joueur exceptionnel et certainement un des meilleurs de l'histoire, ça on peut pas ne pas le dire, mais pour moi cette année c'était pas lui qui devait l'emporter. Et puis le ballon d'or il a surtout eu vocation ces dernières années, ces dernières décennies d'ailleurs à surtout récompenser les joueurs offensifs. Donc certes c'est les joueurs qui ont plus de statistiques au niveau des buts, au niveau des passes décisives, mais à un moment donné les joueurs offensifs ne sont pas toujours les plus importants sur le terrain. Et bon, on a vu Luka Modric du coup ici qui a eu le ballon d'or, donc c'est une bonne chose, c'est un pas en avant, mais on a surtout eu des joueurs à vocation offensive et c'est peut-être aussi dommage. Mais bon, c'est vrai que Messi et Ronaldo, ces dernières saisons, ont quand même été un cran au-dessus, évidemment. C'est les meilleurs joueurs du monde, donc après, c'est sûr que ça fait relativiser la chose un petit peu. Mais on espère voir, en tout cas dans les années à venir, peut-être plus de milieux de terrain, comme peut-être, je sais pas, par exemple, des N'Golo Kanté ou des joueurs comme ça. Bon, après, il faut encore avoir aussi la saison parfaite pour eux pour avoir le ballon d'or. Mais bon, voilà, c'est mon avis aussi. Après, l'or n'était pas là, on a quand même eu Jorginho au milieu de terrain, Oui, c'est vrai. troisième. C'est la troisième place. Troisième place, quand même, c'est bizarre pour moi. Pourquoi bizarre? Je dis pas que. Parce qu'il est devant Benzema. Il est devant Benzema. Peut-être que Karim méritait peut-être le top 3 à la place de Karim, mais je pense qu'il a fait ses preuves depuis 10 ans d'être à la tête du Real Madrid et surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il a montré qu'il était le meneur du Real Madrid, qui est celui qui a su reprendre aussi en attaque, parce que c'était assez faible, depuis le départ de Ronaldo et de Gareth Bale notamment. Et ouais, Benzema a retrouvé une forme et je pense qu'il n'a jamais été aussi proche de le remporter. Donc pourquoi pas, j'avais lu aussi que Vinicius Junior avait dit qu'il donnerait tout pour cette saison, en tout cas pour essayer de le faire gagner, de le faire marquer encore plus pour essayer d'avoir le ballon d'or l'année prochaine. Donc on espère pour lui, puis ça ferait un Français en plus, donc ça serait bien. Bon, après là les Français c'était quand même fait de bons résultats pour reprendre le ballon d'or, on a quand même 3 Français dans le top 10. Pour un euro qui a été raté, je trouve ça quand même plutôt correct. Kylian Mbappé, tu l'évoquais Tony, pour la 3e fois d'affilée dans le top 10, ça c'est quand même une prestation remarquable. 4e fois. Après, 9ème c'est quand même une déception pour moi. Enfin, je pense qu'il méritait mieux. Pour moi, il méritait mieux aussi. Mais il faut pas oublier son âge. Son âge encore. Mais après, il a, comme ils l'ont dit pendant la cérémonie, il sera à la place. C'est le futur. Donc dans tous les cas, je pense qu'il le remportera, ça c'est sûr. C'est une certitude. S'il continue ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a déjà commencé, en tout cas, il marche très bien sur les traces de Messi et de Cristiano Ronaldo. En tout cas, nos monstres, Ronaldo et Messi, commencent à se rapprocher un peu du temps additionnel. Donc, Ronaldo 6e du Ballon d'Or. Ouais, 6e. Mais on verra les prochaines années. Je pense qu'on aura du beau spectacle, plus de spectacles, en tout cas au niveau des débats du Ballon d'Or. On a toujours eu du débat par rapport à ça, mais c'était surtout entre deux joueurs évidemment. Et là, il y aura peut-être plus de candidats à l'avenir. Et cette déclaration très classe quand même de Messi qui remporte le Ballon d'Or, mais qui dit que Lewandowski l'aurait mérité. Alors il parle de l'année dernière, certes, mais qu'il faudrait quand même que les instances réfléchissent à lui donner un Ballon d'Or parce que depuis le temps il le mérite tellement. Après, Ballon d'Or d'honneur c'est déjà fait. Dans le passé, Maradona qui n'avait jamais gagné le Ballon d'Or, il en a eu un dans les années 90 en tout cas, et c'était un Ballon d'Or d'honneur. Donc ça peut toujours se faire, je pense, s'ils y réfléchissent. Après, très classe, oui et non, parce qu'ils étaient en concurrence cette année, et moi, selon moi, Lewandowski le méritait peut-être plus que lui, donc il aurait pu en parler aussi sur cette année et lui dire qu'il le méritait autant que lui. Maintenant, c'est déjà ça d'avoir dit qu'il le méritait l'année dernière. Voilà, en tout cas, il y a Messi qui remporte son 7e Ballon d'Or devant
Robert Lewandowski, Jorginho a fini 3ème. Peut-être un petit mot sur le Ballon d'Or féminin. Alexia Putellas, c'est le milieu de terrain du FC Barcelone, qui remporte son premier Ballon d'Or. Pour elle, Bon, on a vu que l'équipe du FC Barcelone était bien représentée avec plusieurs joueuses dans le top 10. Et je ne il me semble que la 3ème, et je me souviens plus de son nom, mais elle joue au Barça aussi. Mais ouais, Alexia Putellas, c'est une vraie championne, c'est la meilleure fille du coup de cette année. Et elle me fait penser un peu à des joueurs qui ont eu une belle histoire et qui ont tout donné pour essayer de devenir champion. Parce que je sais qu'elle a perdu son père il n'y a pas longtemps et elle lui avait promis qu'elle serait l'une des meilleures joueuses. Son père a toujours cru en elle en tout cas, et elle l'a prouvé en devenant la meilleure joueuse du monde, quoi. Elle a tout donné pour, donc ça me fait penser à Cristiano Ronaldo, qui lui aussi a perdu son père et avait promis à son père qu'il deviendrait le meilleur joueur du monde et il l'a fait. Donc c'est joli. Très très beau résultat pour Alexia Putellas, qui remporte son Ballon d'Or. C'était la 3ème édition pour le Ballon d'Or féminin, depuis qu'il a été instauré en 2018. Voilà pour le Ballon d'Or, je pense qu'on a tout récapitulé. Wendy Renard, 20ème. Wendy Renard, 20ème. On peut la féliciter aussi. Dans le top 20. La française. Voilà pour le Ballon d'Or. On va s'intéresser toujours au football. On va plutôt parler cette fois des résultats parce qu'il y avait la Ligue 1 hier, il y avait la 16e journée de Ligue 1 et 8. Et on a quelques résultats importants à débattre, Alexis. Oui, tout à fait. Hier, il y avait la Ligue 1, c'était la 16e journée donc, qui se jouait dans la semaine et il y a eu beaucoup de matchs. Donc hier, il y avait tout d'abord 3 qui jouaient contre Lorient et qui s'est imposé. Ah, ça, je suis content. Ça. J'espère qu'Antoine est content, c'est son équipe de cœur. 2-0 contre les Merlus de Lorient. Donc une belle victoire pour les Troyens. Strasbourg est l'auteur du carton du week-end et a battu Bordeaux qui est sombre dans la crise 5-2. Metz a perdu à domicile contre Montpellier 3-1. On pouvait s'y attendre, Metz qui est toujours dans la zone rouge. Brest a battu Saint-Etienne qui pensait peut-être poursuivre sur sa lancée après un coup de mieux, j'ai envie de dire, mais a perdu contre Brest, un concurrent pour le maintien 1-0. Angers a perdu contre Monaco logiquement 3-1 à domicile. A noter quand même la belle performance cette semaine de Lille qui a battu Rennes 2-1, on en reparlera peut-être. Nantes a perdu contre Marseille 1-0, Marseille qui poursuit sur sa lancée. Lyon, Tanguy, je suis déçu pour toi, mais Lyon a perdu contre Reims 2-1. Clermont et Lens ont fait 2-2 et le PSG et Nice se sont quittés sur un triste score nul et vierge de 0-0. Au classement, le PSG reste donc solide leader devant Marseille qui monte sur la deuxième marche du podium. Rennes complète le podium. Bordeaux, Metz et Saint-Etienne sont relégables. Clermont quitte la zone rouge après son match nul. Voilà pour la Ligue 1. Lille, peut-être un petit mot sur Lille qui restait comme sur des performances en demi-terrain de domicile. Ils avaient pu gagner depuis 5 matchs, il me semble. Et cette victoire, on s'y attendait sans doute pas à Rennes, qui sont une très grande forme. 9 matchs en défaite. Il y avait eu 7 ou 8 victoires sur cette série. Mais sur leur terrain en plus. Ouais, de toute façon, c'est surtout qu'elle avait gagné à l'extérieur. Vraiment, ça, franchement, c'est bien. C'est bien d'enchaîner comme ça va nous relancer un peu. Je dis nous, hein, mais je dis. Victor supporte un Lido. Ouais, préciser. Non, franchement, c'est bien. Je suis content. Très solide défensivement. C'est pas non plus le jeu qu'on avait l'année dernière, mais non, défensivement, c'était solide. Et qui affrontera lors de la 17e journée samedi, justement, qui affrontera les Stacks. Ça sera samedi à 19h. Il y avait aussi des matchs à l'étranger, en première ligue notamment. À commencer par la première ligue, ouais. Southampton et Leicester ont fait 2-2. Là où Wolverhampton et Burnley ont également fait match nul 0-0. West Ham jouait contre Brighton et ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un score nul un score nul de 1 partout à Brighton. Watford jouait contre le leader Chelsea et il n'y a pas eu de miracle, ils ont perdu 2-1. C'était aussi le derby entre Liverpool et Everton et il n'y a pas eu match. Victoire 4-1 de Liverpool avec encore un grand Mohamed Salah. Manchester City qui eux aussi jouent pour le titre ont battu Aston Villa 2-1. Au classement, Chelsea reste donc premier devant Manchester City et Liverpool, le trio de tête habituel de la Première Ligue. Là où Burnley, Norwich et Newcastle restent relégables. Voilà. Il y avait aussi des matchs en Serie A. En Serie A, ouais, hier il y avait les favoris qui jouaient. L'Inter Milan tout d'abord qui a battu la Spezia 2-0. Pardon. Le FC Bologne a surpris l'AS Roma à domicile et l'a battu 1-0 aux grandes dames de José Mourinho. Sassuolo et Naples ont fait 2 buts partout à la grande surprise générale.
Je pense que c'est un résultat très décevant pour Naples qui du coup quitte sa place de leader. Le Genoa enfin a joué à domicile contre l'AC Milan et a subi la loi des Rossoneri et a perdu 3-0. Voilà pour les résultats de la Serie A. Il y avait également un match en retard en Liga entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao et le Real Madrid s'en est sorti d'une courte tête sur un but de Karim Benzema 1-0. Donc voilà pour les résultats européens du moment. Encore un but de Karim Benzema. Ouais. C'est fort. C'est- Quatrième fois. Visiblement, visiblement, il n'a pas été perturbé par son résultat au Ballon d'Or qui était un peu décevant pour lui, je pense. Et il continue à mener son équipe de la meilleure des manières et ils ont gagné 1-0. Il a vu sur Instagram qu'il avait continué à faire le show. Donc, on espère, on veut voir ça. Il y a des résultats en Ligue 1, en Serie A, en Fin Ligue qui vous surprennent, monsieur, ou que vous aimeriez peut-être revenir dessus Non, bah, le derby de la Mersey, là, Liverpool-Everton, on s'y attendait, c'est du club. Liverpool qui est en forme aussi en ce moment. Et puis voilà, un Mohamed Salah qui est très fort en ce moment. Bon, lui, il est arrivé 7ème au Ballon d'Or. Mais l'Égyptien, il est sur une série de 13 buts, je crois, à l'extérieur. Et il est super fort. Donc bravo à lui. Mais à noter quand même qu'Everton est beaucoup moins fort que l'année dernière. Là où Everton jouait les premières places au début de la saison l'année dernière, là ils sont empêtrés dans le milieu de tableau. Donc... On est content avec un entraîneur quand même assez expérimenté. Mm. C'est bizarre. Étrange. Donc voilà pour les résultats donc, dans les championnats étrangers. C'est maintenant l'heure d'ouvrir la rubrique Coupe de France. C'est une spéciale, c'est une exclusivité sur Team Sport. C'était le 8e tour ce week-end, Tony, de Coupe de France. Quelques résultats peut-être à donner ? C'est ça, 8e tour. On notera notamment 2 matchs qui nous ont marqué. Tout d'abord, un derby dans l'Oise entre Chambly, qui évolue en national, et Beauvais en national 2. À la 90e minute, le score était de 0-0. Donc Beauvais s'est imposé 5-4 au tir au but. Beauvais qui, je le rappelle, a perdu son joueur Eduardo Rodrigo, 35 ans, qui avait été touché au cervical et évacué en hélicoptère lors du tour précédent contre Oisier. Voilà, et puis un autre, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et un autre match qui, je pense, nous a marqué aussi, c'est la fessée infligée par le Paris FC, qui joue en Ligue 2, contre le CSC Cayenne, qui ont perdu 14-0. Donc, belle performance quand même pour ce club de régional d'être monté jusqu'au 8e tour. Donc, on connaît maintenant les tirages au sort de la 32e de finale de Coupe de France, donc, qui marque l'entrée en lice dans la compétition des clubs de Ligue 1. Donc, pour les clubs du Nord, en tout cas, Wascal en National 3 affrontera Vannes de National 2. Valenciennes accueillera au Hainaut le RC Strasbourg, donc gros match pour eux. Lens affrontera le Stade Poitevin, qui évolue en National 3. Lille accueillera Auxerre. Et enfin, Fény-Aulnois, petit club à côté de Valenciennes, accueillera, donc petit club de National 3 quand même, accueille le PSG au stade de la Hainaut, c'est ça ce week-end. Au stade du Hainaut. Excuse-moi. Ouais, c'est Valenciennes a prêté le stade pour l'occasion. Pour l'occasion. Voilà, et puis pour les clubs de Ligue 1 du coup, qui rentrent en jeu, donc 3 affrontera Nancy, Nantes, Sochaux, Metz déplacera sur le terrain de Bergerac, Monaco sera face au Red Star, Montpellier contre Andrézieux-Boutéon, Clermont affrontera la Jeunesse Chemin Bas d'Avignon, Angers contre l'Inas Montlhéry qui, je le rappelle, l'an passé, en 2020, avait affronté le Paris Saint-Germain. Brest affrontera le Dinan-Léon, l'ES Canet Rocheville accueillera l'OM, le Paris FC affrontera Lyon. Donc Tanguy, je pense qu'il va bien suivre ce match. On devrait passer, mais on verra, on sait jamais. Lyon-la-Duchère qui accueillera Saint-Etienne. Et aussi Nice qui affrontera le vainqueur entre Cholet, qui est au Lion National, et le club franciscain Martinique. Ce match aura lieu que samedi 4, donc ce samedi-là. Et enfin, pour la seule rencontre opposant 2 clubs de Ligue 1, ce sera Rennes-Lorient, donc un beau match, un derby breton. Donc ça va être intéressant. Et aussi un derby rémois, puisque le stade de Reims affrontera le Reims-Sainte-Anne qui évolue en Régional 1. Donc gros derby pour la ville. Et sans oublier le Séchard Football Club, donc je parle de David évidemment. Donc les hommes de Jean-Pierre Papin iront sur le terrain de Chauvigny, l'US Chauvigny en National 3. Donc j'espère qu'ils iront loin. En plus, Chartres pourrait tirer le gros lot en 16ème en cas de succès à Ouais, donc on est dans la même poule, le même groupe. Je sais qu'on aurait pu tirer Lyon ou Nice, ou il me semble c'était. Non, je me souviens plus. Mais ça aurait été Lyon ou Nice, on aurait pu les tirer aussi, donc ça aurait été beau. Voilà. Donc les 32e qui auront lieu mi-décembre. Ça s'enchaînera vite le calendrier de la Coupe de France. Je crois que les 16e auront lieu début janvier, on aura les 8e fin janvier. On va arriver vite au quart, au demi, donc ça va être intéressant à suivre cette édition de la Coupe de France. Tout à fait. Donc
voit les clubs de Ligue 1 rentrer en lice. Il y a peut-être un match que vous allez aller voir. Valenciennes peut-être. Ouais, j'ai peut-être allé voir Valenciennes et Fény aussi. Parce que vu que c'est dans la même ville, dans le même stade, peut-être aller faire un tour. Ça dépend le prix des places parce que c'est pas non plus des matchs qui font rêver. Un match que je vous invite peut-être à regarder aussi, ça va être Lyon-Duchère Saint-Etienne, parce que bon, Ouais, ça va être chaud. ça va être chaud, je pense que les joueurs de Lyon-Duchère vont avoir à cœur d'aller battre les Verts. je pense. Deux équipes de nationale. Non, on s'en vient. Pas encore ça, pas encore ça. On va pas les encourager. On descend. Voilà pour le football, voilà pour la rubrique Coupe de France. Maintenant, les amis, on va passer à toute autre chose. On va passer au handball, bah oui, parce que c'est en ce moment même la Coupe du Monde, non pas la Coupe du Monde, le championnat du monde féminin de handball qui a débuté hier en Espagne. Et Tony va nous récapituler un petit peu les enjeux de cette 25e édition. Les enjeux, oui, la présentation de cette compétition. Donc l'Espagne qui accueille cette 25e édition des championnats du monde de hand féminin. Donc la première fois qu'ils accueillent cette compétition dans leur histoire. Donc le match d'ouverture était hier et ça opposait les Espagnols à l'Argentine. Donc l'Espagnol a fait une très belle victoire à domicile, 29-13. Donc il commence plutôt bien. L'Espagne du coup organisera des matchs dans plusieurs villes, donc, notamment en Catalogne, à Valence et à Alicante. Donc pour le principe de la compétition, c'est comme une Coupe du Monde normale, donc il y a 32 équipes réparties dans 8 groupes de 4 équipes. Le tour préliminaire se déroulera du 1er au 7 décembre et les 3 premières équipes se disputeront lors du tour principal du 8 au 13 décembre, donc les phases finales. La France est dans le groupe A, donc elle est dans le même groupe que Monténégro, Angola et Slovénie. Donc je pense que la France pourrait très facilement s'imposer. Et doit s'imposer de manière, on rappelle qu'ils sont championnes olympiques cet été en 2021 à Tokyo. Voilà, donc les joueuses de l'équipe de France qui sont très bien préparées avant la compétition puisqu'ils ont enchaîné une double confrontation contre la Hongrie qui s'est clarifiée par 2 victoires, donc 33-28 et 29-28. Donc on a bien commencé. Premier match des Bleus vendredi 18h contre l'Angola. Voilà, donc je pense que les Bleus peuvent aller loin. On a l'équipe pour aller loin, on est championne olympique, elles sont championnes olympiques. Et je pense qu'on est une des favorites. Voilà. Qu'en pensez-vous, les gars? Bon, les champions, c'est une belle équipe de France. Faut voir parce qu'on a quand même fait des fois des mauvais résultats alors qu'on pensait être favori. C'est vrai, donc faut pas trop non plus se reposer sur ses lauriers, mais voilà. Donc on comptera sur Alison Pinault, notre demi-centre, qui vient de Chartres, je le rappelle. Et non, je pense qu'on a une très très bonne équipe et que voilà, on a nos chances. Ouais, parce que l'équipe de France monte en puissance. Donc tu l'as dit, championne olympique face aux Russes, c'était à Tokyo en août dernier. Championne d'Europe 2018 aussi. Championne d'Europe 2018. Finaliste l'année dernière lors de l'Euro, oui, il faut le dire. Et puis un format inédit quand même, 32 équipes, c'est la première fois qu'on passe à 32 équipes. Jusqu'à présent c'était 24 équipes. C'est ça. Donc 3 phases, un tour préliminaire, tour principal, phase finale. On espère quand même que les Bleus, dans leur groupe, vont passer. Monténégro, Angola, Slovénie, c'est abordable sur le papier. Sur le papier, il n'y a pas trop débat. Je pense qu'on est favori dans le groupe. Je pense que ça devrait le faire. Après, on verra. On va essayer de ne pas se faire surprendre par des petites équipes parce qu'il faut sous-estimer personne bien sûr dans un championnat du monde. Mais normalement, l'équipe de France devrait s'extirper des poules sans trop de problèmes. Ouais. Souvent, je pense qu'il y a que ça à dire parce que dans une Coupe du Monde, de toute façon, comme l'a dit Alexis, on ne sait jamais. Puis bon, l'équipe de France, on sait ce qu'elle vaut, elle-même sait ce qu'elle vaut, mais il faut toujours faire attention, on ne sait jamais. Vous avez des favoris en compagnie de l'équipe de France? On sait que les Pays-Bas ont gagné en 2019. D'ailleurs, c'était à domicile, justement contre l'Espagne. Ouais. Je pense que les Pays-Bas, l'Espagne, c'est comme des adversaires. Les Pays-Bas, comme tu l'as dit, ils sont championnes d'Europe, donc elles sont favorites aussi. La France aussi, et forcément, et en plus ils vont essayer de tout donner pour être dans le dernier carré. Et puis l'Espagne forcément, puisque c'est la première fois qu'ils accueillent la compétition, et puis ils sont à domicile, donc ils vont être poussés par leur public. Ça serait une 3e consécration mondiale pour les Bleus qui s'était imposée en 2003 et en 2017. Donc on espère que cette année, on croise les doigts dans ce groupe. Puis donc 2 groupes très intéressants, j'ai un petit papier, notamment surveiller pourquoi pas le groupe avec le Danemark, la Tunisie, le Congo, la Corée du Sud, surtout le Danemark. On a dit Espagne, Autriche, Argentine, Chine. Donc le mondial qui sera à suivre du 1er décembre au 19 décembre. France, Angola, ça sera demain. C'est ça, demain 18h. Vous allez regarder le match? Bien sûr. Je ne pense pas. On verra. Voilà pour le mondial féminin de handball. L'actualité de ces derniers jours, c'est aussi la Coupe du Monde de biathlon. On ne peut pas occulter ce sujet.
puisque le biathlon monte en puissance ces dernières années. Les premières épreuves avaient lieu à Östersund en Suède la semaine dernière. D'ailleurs, il y a du biathlon en ce moment même. Victor, qui était notre envoyé spécial pour le biathlon. Je suis allé en Suède rien qu'en team sport. Oui, voilà, c'est ça. Non, bah oui, écoutez, premières épreuves, on va d'abord de l'individuel homme avec la première place du Norvégien Stuart Lergrid et la troisième place de notre Français Simon Destieux. Chez les femmes, c'est Markéta Davidová, la Tchèque, qui s'est imposée. Et la première Française, petite déception quand même, parce que les Françaises n'ont pas été très fortes sur cette épreuve. La première Française, Anaïs Bescon, 28e. Dimanche, il y avait les sprints, avec chez les femmes, Anna Hubert qui a gagné, et la première Française, Anaïs Chevalier, 2e. C'est quand même une belle performance, son premier podium de la saison. Et chez les hommes, on n'a vu aucun Français sur le podium, mais Emilia Jacquelin 4e, Simon Destieux 5e et Fabien Claude 6e. Et Simon Destieux qui est donc leader du championnat avec ses 2 bons résultats. Et donc Jo Sargent aujourd'hui sur la course du sprint. Je ne connais pas le résultat, mais chez les femmes, c'est Lisa Teresa Auger qui a gagné. Donc, vous en pensez quoi de ce début de Coupe du Monde? Est-ce qu'on peut attendre des Français? On a quand même des Emilia Jacquelin, Simon Destieux qui prennent la relève de Martin Fourcade, qui s'est retiré il y a maintenant 1 an et demi. C'est une génération qui prometteuse sur papier, qui peut apporter. C'est extrêmement prometteur. Emilia Jacquelin il nous a déjà montré ce dont il était capable. C'était sur des courses isolées. Il a fait une saison l'année dernière qui était un peu en dents de scie, mais il est très très fort et quand il veut, il peut. Donc il faudra voir ce que ça peut donner. Il leur manque clairement de la constance encore à tous les gars de l'équipe de France. C'est normal. Mais c'est normal, ils sont encore jeunes bien sûr, mais il faut voir. Je pense qu'avec des bons entraînements au tir, parce que c'est là où ils pêchent le plus évidemment, des bons entraînements au tir, beaucoup de travail là-dessus, je pense que ça peut le faire parce qu'on sait que les Français sur le ski, ils sont très très forts. On peut noter aussi que Emilia Jacquelin, 4e dimanche, alors qu'il a été blessé et sa préparation a été vraiment difficile. 4e, c'est une très belle place. Je pense que c'est le meilleur espoir du côté français pour succéder à Martin Fourcade, parce que après on a Simon Destieux, c'est assez irrégulier, même si là il est dans le jaune, c'est quand même très irrégulier sur une saison complète. Fabien Claude, à la limite, qui peut créer quelques surprises. Et chez les femmes, pareil, encore plus irrégulier que les hommes, on peut faire de très belles performances, comme des performances très moyennes, comme Anaïs Bescon, première française le samedi, 28e. Alors que le lendemain, on a Anaïs Chevalier qui fait 2e. C'est quand même assez irrégulier chez les femmes. C'est irrégulier chez les femmes. C'est vrai qu'on suivra ça, cette Coupe du Monde, avec évidemment plusieurs épreuves qui ont lieu. Donc pour l'instant, en Suède, il y aura plusieurs étapes. On aura même le point culminant, ça sera au Grand Bornand, ça sera au mois de décembre, justement, à partir de la mi-décembre, on suivra ça. Et puis c'est mon Destieux qui disait à l'issue de sa course la semaine dernière, c'est le rêve d'une carrière d'être en jaune. C'est toujours bien quand même d'avoir un Français qui s'extirpe et qui arrive à être en jaune dès le début, même si cette Coupe du Monde dure sur plusieurs mois, c'est important. Ouais, c'est très important. Déjà pour la confiance, tout simplement. Ça fait déjà plaisir d'avoir le maillot jaune et pour la confiance, ça va le mettre dans de bonnes conditions pour la fin de saison. Il faudra juste continuer à essayer de privilégier cette constance et oui, voilà, c'est ça, la constance, de toute façon, c'est la seule chose pour essayer d'être champion du monde un jour, parce qu'on sait qu'après, côté norvégien, les Sturla Lægreid, les frères Bø, ils laissent rien passer. Donc faut essayer de choper les moindres opportunités, d'avoir les moindres opportunités, de les saisir et d'essayer de marquer le plus de points possible dès le début de la saison et de tenir ensuite. Puis il y aura aussi les JO qui viendront couper cette Coupe du Monde au mois de février à Pékin. Ces JO sont importants pour les Français quand même. On a quand même de beaux espoirs, après il faut voir, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelques problèmes, que ce soit des blessures ou des malformes. Et on sait que sur les courses d'un jour, ils peuvent être très performants et énormes, donc faut voir. Il faut que les conditions soient réunies pour faire la meilleure course au moment venu. Voilà pour cette Coupe du Monde de biathlon, je pense qu'on a tout résumé d'ailleurs en ce moment même. On a les images de nos confrères de la chaîne d'équipe. On est le 10 km des sprints hommes, donc voilà, pour l'instant on verra bien ce que font nos Français. Emilia Jacquelin pour l'instant au pointage est à 3 secondes de Suédois Samuelsson qui a remporté le sprint à Östersund la semaine dernière. Voilà pour le biathlon. Voilà pour le biathlon. Il incarnait le visage de la F1
plus particulièrement celui de Williams, écurie pour laquelle et par laquelle il donnait un sens à la vie. C'est un véritable passionné de sport auto et en patron d'industrie que Frank Williams, le fondateur de l'écurie qui porte son nom, s'est éteint dimanche à 79 ans. Donc il est revenu avec nous sur la carrière de Frank Williams. Ouais, donc cette triste nouvelle qui est arrivée dimanche 28 novembre dans la journée. Donc Frank Williams, on le connaît parce que c'est le père de l'écurie mythique de l'écurie Williams Formule 1. Et donc cette nouvelle, comme j'ai dit, a dévasté le monde de la Formule 1 complètement, tant il a marqué l'histoire de ce sport avec son écurie qu'il a fondée avec presque rien. Donc c'est un homme qui a complètement marqué la discipline. Donc son écurie, je le rappelle, créée en 1977, elle a marqué le monde de la Formule 1, notamment au cours des années 80-90. Au cours desquels Williams a remporté de nombreux titres au championnat pilote et constructeur, en surpassant du coup des écuries mythiques comme Ferrari ou McLaren, qui eux sont des écuries du coup qui construisent des voitures à côté, alors que Williams n'en fait rien. Il a été anobli, Frank Williams a été anobli par la reine Elisabeth II en 1986, et c'était l'exemple de l'homme britannique sobre, droit dans ses bottes, très, très humble. Et il a réussi à créer un empire dans le monde du sport automobile et il a fait rêver une multitude d'enfants. Il a généré de nombreuses passions au travers de ses pilotes et de leurs épopées, au travers du temps et des divers championnats qu'ils ont remportés. Donc maintenant, je vais m'adresser à Frank Williams en tant que fan de Formule 1. J'ai envie de vous dire, Frank Williams, merci. Merci pour ce que vous avez laissé à la Formule 1. Merci de nous avoir fait rêver au cours de ces 40 dernières années et d'avoir créé de si belles histoires dans ce sport aux côtés de pilotes comme Nigel Mansell, Alain Prost ou encore Damon Hill. La Formule 1 et l'entièreté de ses fans ne vous oublieront pas. Et nous savons que, où que vous soyez, vous conserverez toujours un œil avisé sur notre sport préféré. Merci Frank Williams. C'est beau. C'est beau, et puis c'est vrai que c'est comme un pan de l'histoire de la Formule 1. Frank Williams, et quelle carrière, et on peut le dire, à partir de 86, carrière qui a basculé. Après son accident de voiture, tétraplégique, il accompagnait toujours son équipe à chaque Grand Prix finalement dans le box. C'est une image devenue presque rare aujourd'hui. Déjà un chef d'industrie qui fonde sa propre écurie, pour laquelle c'est toute sa vie, c'est formidable. Et c'est en ça que Frank Williams est l'exemple aussi de la Formule 1, parce que malgré cet accident, il a consacré toute sa vie au sport automobile. Avant la Formule 1, il était garagiste, il a tout construit à partir de rien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a toujours déplacé, il s'est toujours déplacé sur les Grands Prix de Formule 1 avec son écurie, parce que avant tout, ce sport, c'est un sport de passionnés, et c'est très difficile de remporter des titres et de construire quelque chose de grand quand on n'est pas passionné par ce sport. Et Frank Williams était un passionné, et on l'a vu, il nous l'a montré, et on ne peut que le respecter aujourd'hui, je pense. Frank Williams, mort à 79 ans, son écurie, il avait cédé l'écurie en 2013 à sa fille Claire, et Williams qui a été vendu à un fonds de pension en septembre 2020. C'était déjà une petite mort, et là, avec le décès, évidemment, c'est une triste nouvelle pour le monde de la Formule 1. Williams qui abordera, je crois, une livrée spéciale pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui aura lieu le week-end prochain. Guy. Très très belle transition, Antoine, j'adore. Alors du coup, le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui arrive ce week-end, on le rappelle, toujours la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Max Verstappen qui peut être titré dès ce week-end. Donc il y a certaines conditions qu'on avait déjà appelées la semaine précédente. Et c'est un circuit d'Arabie Saoudite qui est très typé pour les Mercedes, des lignes droites, des courbes assez rapides, très rapides, qui peuvent se prendre à fond, dans lesquelles la Mercedes est très très forte et très très performante. Donc on peut s'attendre à voir Lewis Hamilton reprendre quelques points à Max Verstappen. Donc la bataille n'est pas finie, et il ne va pas falloir se prendre un mur en course, il va falloir être très 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 bon dans sa voiture, parce que les murs de l'Arabie Saoudite, ça va faire très mal. C'est pas un circuit comme on a pu le voir à Interlagos, qui est très ouvert, où Max Verstappen avait pu amener Lewis Hamilton loin. Là, il va falloir faire attention dans les dépassements, surtout dans les zones de freinage où on connaît que certains pilotes ont tendance à aller à droite, à gauche, donc faire attention à son aileron. Et on va voir une belle course, un beau week-end, je pense, en Arabie Saoudite. Et il faut savoir aussi qu'après l'Arabie Saoudite, on enchaînera directement avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc une fin de saison qui arrive très très vite et qui va être très très intéressante. Donc regardez ça. Tu pronostiques ce week-end sur
Hamilton. Pour moi, il va être en pole position, il va se balader tout le long, il va pas se faire dépasser, il va mener et il va arriver premier. Voilà, c'est tout simple. Tout simple. C'est tout simple à Formule 1. Ah, c'est le sport, c'est simple le sport, c'est très simple. Un pronostic, Alexis, peut-être, et Victor? Bah, comme l'a dit Tony, moi je pense que Hamilton va gérer sa pole position et la conserver jusqu'au bout. Je pense que sa voiture, comme l'a dit Tanguy, est fait pour et que son mental de champion va faire la différence sur ce Grand Prix. Moi je vois un truc totalement différent, je vois Max Verstappen gagner devant Lewis Hamilton et donc tout va jouer sur le dernier Grand Prix. Et là, C'est comme ça que je voulais dire. et d'ailleurs, on avait rappelé On va pas les venir en pleurer. C'est pas ça. On avait rappelé les configurations de la semaine dernière, donc Max Verstappen peut peut-être déjà être champion du monde. Il faudrait un scénario un petit peu compliqué pour que ça se fasse, mais c'est possible en soi. Bah, j'ai plus exactement les conditions en tête, mais je sais qu'il faut que Max Verstappen gagne le Grand Prix avec le meilleur tour ou pas, ou finisse deuxième avec le meilleur tour ou pas, mais il faut que Lewis Hamilton du coup fasse, si Max Verstappen remporte le Grand Prix et a le meilleur tour en course, il faut que Lewis Hamilton fasse sixième ou mieux pour rester dans la course, sinon Max Verstappen sera titré champion. Donc c'est sûr, s'il y a un accident ou une perte d'aileron ou quoi, on connaît les problèmes de la Mercedes dans le peloton. Et s'il lui arrive un problème à Lewis Hamilton, ça va être très compliqué de remonter. Il ne pourra certainement pas faire la même remontée qu'au Brésil parce que, comme je l'ai dit aussi, le circuit de Jeddah, il est très serré, il y a des murs sur les côtés, donc il y a beaucoup de moins de marge de manœuvre. Et il va falloir faire attention, il va falloir le week-end parfait pour Lewis Hamilton, mais de toute façon, on sait que dos au mur, il n'est jamais aussi bon que quand il est dos au mur du coup. Et puis il y a déjà l'expérience, vous en parliez la semaine dernière. À la différence de Max Verstappen, peut-être un petit peu tout fou, c'est la première fois qu'il est dans une configuration pareille, qu'il peut remporter un championnat du monde. Je pense que le suspense va être à son paroxysme durant les deux derniers Grands Prix. Red Bull n'a pas connu aussi cette course au titre depuis 2013 avec Sébastien Vettel, alors faut voir comment ils arrivent à gérer ça. On sait que Christian Horner et toute l'équipe Red Bull sont un peu sous tension en ce moment, alors on va voir ce que ça va donner, mais ça va être beau à voir. Espérons aussi que les Français passent une bonne position avec Ocon et Gasly. On verra ce que ça donne. Est-ce que Alonso va réitérer avec la data qu'il a fait, où il est arrivé 3ème, je le rappelle, premier podium depuis 2014? C'est ça. Donc on va voir s'il va réitérer. Ouais, il faut voir, hein, parce que pareil, la semaine dernière, il y a 2 semaines sur le circuit de Losail au Qatar, on a vu que c'était un circuit qui était aussi très rapide avec des secteurs, avec des courbes assez rapides qui se prennent à fond ou presque. Et les Alpines ont été très très bonnes dans ces circuits-là. Bon, après à Jeddah, il y a des virages qui sont quand même très serrés, qui favorisent un peu aussi tout ce qui est châssis. Mais il faut voir parce que les Alpines sont très très bons dans ce genre de virage rapide, donc il faut voir ce que ça va donner. On aura très vite on pourra très vite voir les performances des différentes voitures dès vendredi. Dès les essais libres qui auront lieu demain. L'épisode 21 de cette saison qui sera suivi donc dimanche à partir de 18h30 pour ce premier Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va passer maintenant un petit mot de NBA parce que la NBA est également mise à l'honneur dans notre émission aujourd'hui avec cette série impressionnante quand même des Phoenix Suns qui sont sur une série donc de 17 victoires de rang. C'est impressionnant. 17 victoires, c'est totalement impressionnant. Ils font un début de saison complètement monstrueux. Ils ont eu 3 défaites en début de saison. Et là maintenant ils enchaînent du coup sur une série de 17 victoires. On le rappelle, ils étaient finalistes l'année dernière en NBA. Donc on a un Chris Paul et un Devin Booker qui sont totalement incroyables. On connaît Chris Paul aujourd'hui, hein, c'est un meneur de jeu, un distributeur qui est totalement incroyable dans la création du jeu, dans le spacing, tout ça. Il arrive vraiment à créer du jeu et Phoenix avait besoin de ça. Et depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable, hein, parce que Devin Booker, on le rappelle, portait complètement l'équipe sur son dos ces dernières années. Et maintenant avec Chris Paul, il peut s'exprimer pleinement. Parce que Devin Booker est encore assez jeune. Hein. Et ça va être un très très bon joueur, Devin Booker, et je pense qu'il sera peut-être dans la course au MVP dans ces prochaines saisons. Donc du coup, Phoenix qui est maintenant à égalité avec les Golden State Warriors, avec du coup aussi les Golden State Warriors avec un Stephen Curry complètement monstrueux. Hein. Stephen Curry qui attend toujours le retour de son compère Klay Thompson, les Splash Brothers on le rappelle. Et on attend de voir qu'est-ce que ça va donner avec Klay Thompson, mais en tout cas Stephen Curry est chaud bouillant cette saison. Le roi des 3 points de manière. Le roi des 3 points, c'est le recordman, donc Stephen Curry qui est très très fort. Et du coup dans la conférence Est, on a
toujours un petit peu des franchises qui ont un bilan toujours assez inférieur. Donc Phoenix dans la conférence Ouest qui a 18 victoires pour 3 défaites, alors que Brooklyn qui est du coup en tête de la conférence Est a 15 victoires pour 6 défaites et ils sont suivis de près par les Washington Wizards. Les Washington Wizards qui font une saison mais monstrueuse. On le rappelle, ils ont laissé partir Russell Westbrook aux Lakers dans un trade du coup, qui a cédé du coup, de nombreux joueurs aux Washington Wizards et cette équipe montre que cette saison elle est très complète, elle est très régulière et les Wizards cette année je pense qu'on les verra en play-off et ils vont faire un beau parcours je le pense. Et aussi Chicago aussi, les deux franchises Washington et Chicago qui remontent complètement, qui montrent un autre visage cette saison, deux franchises qui sont complètement transformées et Chicago du coup qui est 4e de la conférence Est avec 14 victoires et 8 défaites, ce qui est un très bon bilan pour le moment. On arrive au quart de la saison, donc je vais rappeler un petit peu le principe tu rappelles, de la NBA pour ceux qui ne savent pas. La NBA c'est 30 franchises qui s'affrontent dans deux conférences distinctes, donc la conférence Est et la conférence Ouest qui partagent évidemment les États-Unis en deux. Et du coup, ces 15 franchises se disputent dans un classement au cours de toute la saison, une saison qui dure 82 matchs. Et à la fin de ces 82 matchs, les 6 premières équipes de chaque conférence sont directement qualifiées pour les playoffs. Et il y a aussi, juste après, entre la 7e franchise et la 10e franchise, un petit tournoi qui s'appelle le Play-in Tournament, où du coup, la 9e franchise contre la 10e franchise s'affrontent et affronteront ensuite le vainqueur du match entre la 7e et la 8e franchise. C'est un petit peu compliqué à imaginer, à raconter tout ça comme ça. Mais voilà, et donc du coup ensuite on a 8 équipes qui s'affrontent en play-off. Et du coup, l'équipe vainqueur de ce tournoi de play-off dans chaque conférence s'affronteront en finale. Donc la finale NBA qui à chaque fois est mythique, anthologie, la finale NBA, c'est toujours un spectacle monstrueux. Voilà. Et Michael Jordan, il joue maintenant? Michael Jordan, c'est le président des Charlotte Hornets. Voilà. Tout est dit pour la NBA. Peut-être avant de passer au quiz, le fameux quiz, on a quand même un petit mot de boxe, des sports de combat qui sont très très importants. Et il y avait ce week-end Samir Ziani qui disputait donc un match. Il s'est passé quoi, Tony? Et oui, donc ce samedi, dans sa ville, qui est Antoine. C'était Villeneuve-sur-Lot. C'est bien, il a bien suivi Villeneuve-sur-Lot. Samir Ziani qui chez lui accueillait le Serbe Gurdi Jeljak de 29 ans. Et donc Ziani, 31 ans, 4 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe. Réussi à le combattre et à gagner à la 10e reprise par KO technique. Et donc vainqueur de la ceinture internationale IBF. Donc Ziani qui se rapproche, qui se met sur la bonne voie pour tenter un gros titre mondial. Donc gros respect à lui et puis qu'il continue comme ça. Voilà. C'est le petit mot box du week-end. Messieurs, le quiz, Ouais. vous l'attendez? On attend ça évidemment. Le fameux quiz, je vous rappelle le principe, c'est 5 questions, 1 point par bonne réponse. Je vais quand même récapituler le classement par rapport aux 2 premières émissions. Tanguy, 3 points. Victor, 2 points. Tony, Alexis, 1 point. Et alors moi j'ai marqué 1 point, je ne joue pas, mais j'ai marqué 1 point grâce à mon pronostic Pourquoi tu peux le donner à quelqu'un? de Lille. Je peux le donner à quelqu'un. Je suis pas là. C'est vrai, je peux le donner à quelqu'un. J'ai toujours été gentil avec toi, Antoine. On verra bien à la fin de l'émission. Alors, première question, je vais vous demander un score. C'est compliqué les scores. On a parlé de championnat du monde de handball féminin et on sait que l'Espagne avait été battue en 2019 face aux Pays-Bas en finale donc, du mondial 2019. Sur quel score, monsieur? Compliqué, hein? C'est compliqué, Alors, c'est du pur hasard. Je dirais 27-29. Ah, c'est pas loin, franchement. C'était 29-28. Pas 29-28, il y a un 29. C'était 29-25. J'ai fait 29-26. Ça me peut coûter à ça. Honnêtement, je préfère pas répondre. C'était un truc de hasard. 30-29. Ah, Oh, Les Pays-Bas. Ah là, on n'avait pas les choses. Question Formule 1. Ah. On a parlé de la mort de Frank Williams. Et donc, Tu veux Kylian Mbappé, non? ah, c'est pas le même débat. C'est pas le même débat. Alors, pour être sérieux, Frank Williams donc, et son écurie Williams, on sait que Williams c'est 9 titres constructeurs et 7 pour les pilotes. Je voudrais savoir qui a remporté le premier titre pilote chez Williams Racing en 1980. Il est compliqué ce quiz aujourd'hui. Ouais.
Mansell. Oula. C'est Nigel Mansell, non? Non. C'est un Australien. C'est un Australien. Un Australien. Djokovic. Qui certes, qui n'est pas dans le même registre, c'est pas le même sport. Si, bah c'est l'autre là, l'Australien. Je sais pas du tout. Séché. Je sèche. Attends, bah, cette question c'est pour Tanguy, forcément. Quand tu vas le dire, je vais dire ah oui, c'est évident. Mais Dis-nous. Tanguy. Alan Jones. Alan Jones. C'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Ok. Troisième question, bon, je pense que c'est plus simple, on va parler du Ballon d'Or. Ah. En quelle année Lev Yashin, seul gardien qui a remporté le Ballon d'Or, donc qui faisait partie de l'équipe de l'Union soviétique, a remporté donc à son poste le seul Ballon d'Or? C'était en quelle année? 1964. Non. 1969. Non. Plus ou moins? C'était moins de 64. 63. C'était. 63. 63. Un point pour On avait Tony. une bonne réponse dans le chat. Hein. Voilà, bonne réponse. Chat qui est meilleur que nous. Karim Benzema, on parlait de lui, Ah. est devenu le meilleur buteur ce week-end, le meilleur buteur français en histoire, de l'histoire en club, avec combien de réalisations? Vous oubliez la réalisation qu'il a inscrite hier, mais ce week-end, il a dépassé Thierry Henry au nombre de réalisations. Combien? Avec combien de buts? 354, non? Un peu plus. 384. C'est moins. C'était 361. Oui. Ah, Bonne réponse pour ah. Alexis. Il est fort. On veut l'applaudir. Bonne réponse pour Alexis. Et la dernière question, ce sera un pronostic. Un pronostic de match, mais pas de match de foot comme on a l'habitude. Mais ce sera pour le pronostic demain en handball féminin de France-Angola. Compliqué là, de donner un pronostic pour le hand, mais. Non. Moi je vois bien la France s'imposer avec une large victoire. Je dirais un. Allez, je vais dire un 35. 35, 20, 29 quand même, ouais. Enfin, 35, 29. 35 Pour la France. 29. Tony pour la France. Je dirais 34, 23. C'est du hasard. Si tu me fais Pur hasard, ça, si, ouais, c'est ouais, ça. Celui qui a la bonne réponse, franchement, Gagne 3 points. Gagne le point d'Antoine en plus. gagne le point d'Antoine. c'est bon, Voilà, Antoine. gagne le point d'Antoine, voilà, c'est simple. Tanguy. Moi, je vais dire, je vois pas, honnêtement, je vois pas l'Angola dépasser les 20 points. Je pense que je devrais Je suis avoir 33-19. 33-19 pour Tanguy et Alexis. Moi, je vois un score encore plus large, je vais dire 36-18. 36-18. Et alors moi ça sera, parce qu'on va le pronostic. Toi, tu veux doubler les points. Alors moi ça sera, je pense, 28-14. D'accord. 28-14, il faut se diversifier. Se démarquer. Avec une bonne défense alors, parce que 14. Avec une bonne défense, voilà. Ah, je pense que les codes de ces matchs sur les sites de bookmaker, ils avaient été bien liés là. Il faudra se souvenir des promos de 30-77, 32-21. Ouais. 32-21 et non pas 30-73 comme il avait pu marquer. C'était le commentaire. Le Stabor aussi qui nous dit plus 9 pour la France. Bon. Bon. Simon, oui, je le connais. Simon, plus 9, c'est-à-dire Bah, 9 buts Ah, de Demande plus. s'il veut nous répondre. Ouais. 9 buts de Voilà. plus. Oui, le but en différence, mais il n'y a pas le score exact. Mais ouais, plus 9 pour la France. Après, c'est difficile hein, de trouver le score exact. Surtout en bas, encore en foot. Bon. En fait, du coup, ça me paraît plus logique de faire selon Milas Tabor, c'est de faire la différence de but. Ouais, c'est vrai, ça fait plus. En tout cas, ce quiz marque la fin de cette deuxième émission, officiellement troisième émission. Je suis très content de la faire avec vous. Émission, vous l'avez remarqué, qui est disponible désormais en format vidéo, comme vous pouvez le voir. Et nous, on se retrouvera très prochainement, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. On vous communiquera évidemment sur les réseaux sociaux la suite de Team Sport. Messieurs, un dernier mot peut-être. Bah, merci aux auditeurs. Ouais, merci. On espère que la surprise vous a plu, de nous voir enfin. Et ouais, bah, suivez-nous sur nos réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Twitter et Facebook. Et puis bah, on a les rediffusions qui sont remises sur YouTube. Donc voilà, on vous attend avec grand plaisir. Et puis si jamais il y a eu des problèmes techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire part de ça, comme ça on pourra s'améliorer. Pour les fois d'après, on pourra que s'améliorer de toute façon, je pense. Mais... Avec Tantévi qui nous dit ah c'était ça la surprise, déçu. On est désolé Tantévi. Voilà. Attends demain sur Zoom. Voilà. Voilà. Ceci marque donc la fin de l'émission. Je dis ciao ciao et à la prochaine sur Team Sport. Au revoir tout le monde. Au revoir. Salut à tous, au revoir.